Et voilà. Alors, hello, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous cet après-midi, en plein fin juillet. On attend juste quelques minutes pour que tout le monde soit là. Et après, on va commencer cet événement en ligne de la preuve dans 3 minutes. Pour les personnes qui viennent d'entrer, je dis juste qu'on va commencer dans 2 minutes. On va laisser un peu de temps pour les gens à être admis. Il reste 1 minute et on va commencer à 17h06. On attend juste les dernières personnes. Ok, on commence. Bienvenue tout le monde à cet événement en ligne de la preuve. Je suis Mégane Clément, rédactrice de la newsletter, et nous aurons aujourd'hui une conversation avec une experte au sujet de notre récente édition de la newsletter sur le genre et le climat. Alors, on a des nouvelles données qui montrent à quel point l'écart entre les femmes et les hommes est important en matière d'émissions de carbone. Et c'est bien la viande rouge et les voitures qui sont les deux éléments qui contribuent le plus à cet écart. Pourquoi? Il s'agit d'une question de marketing, des rôles traditionnels attribués aux hommes et aux femmes, de la richesse, ou c'est bien autre chose? Pour approfondir cette question et découvrir ce qui fonctionne vraiment dans les campagnes pour le climat, nous sommes rejoints aujourd'hui par Mathilde Reynard. Bonjour. Bonjour. Mathilde Reynard, vous êtes analyste politique, experte en questions de genre et climat et militante pour l'intersectionnalité. Vous êtes doctorante au Sustainability Research Institute de l'Université de Leeds au Royaume-Uni et vous étudiez l'intersection entre le genre et les politiques de réduction des émissions au Royaume-Uni et ici en France. Bienvenue. Merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous. Alors, un petit mot avant de commencer. Si vous avez des questions pour Mathilde Reynard, vous pouvez les poser dans le chat. Le chat n'est pas public, mais nous verrons bien vos questions. Et nous allons y répondre si nous avons le temps à la fin de la séance et j'ai bien laissé un peu de temps pour ça.
Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je demande juste d'éteindre, pardon, vos caméras et des micros. Et voilà, c'est tout. On va commencer. Alors, on commence. Ma collègue Joséphine a écrit cette newsletter sur l'écart entre les femmes et les hommes pour les émissions. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement quelle est l'ampleur de l'écart? Oui, alors j'ai été invitée par Joséphine pour répondre à certaines questions pour la newsletter. Euh, et c'était suite à une étude qui a été publiée par la London School of Economics par trois chercheuses, il me semble, et qui du coup regarde spécifiquement ces écarts d'émissions carbone entre les hommes et les femmes en France. Donc, c'est une des premières études qui a été faite comme ça, en tout cas de cette ampleur. C'est-à-dire qu'on a déjà, par le passé, on a d'autres études qui ont été faites, mais en général sur des échantillons qui étaient plus petits. Là, c'est une étude qui est faite sur énormément de gens, donc sur un échantillon qui est très important. Et donc, du coup, ce qui nous permet, statistiquement parlant, d'avoir des résultats qui sont plus cohérents. Mm, Maintenant, ça reste une étude qui a été faite en France. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. On peut s'attendre notamment à ce qu'il y ait des résultats assez similaires par rapport à d'autres pays qui ont des cultures et des modes de consommation qui sont similaires. Mais on sera sûrement pas capable de répliquer ce genre de résultats, par exemple, dans des pays en développement ou ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un petit mot d'introduction. Je ne suis pas autrice de l'étude et je ne suis pas statisticienne. Donc, c'est quelque chose moi que je non tiens à plus. dire. Voilà, exactement. C'est quelque chose que je tiens à dire avant de répondre peut-être aux questions plus tard. Voilà, je suis pas autrice de cette étude. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de m'avoir ici plutôt qu'une des autrices. C'est aussi parce que je peux avoir un point de vue qui est légèrement différent sur certaines questions. Mais voilà, maintenant, c'est une étude qui, de cette ampleur, à ma connaissance, n'a pas été faite ailleurs. Et c'est là que c'est très intéressant. Voilà. Donc, on voit des écarts qui sont assez grands entre les femmes et les hommes, et notamment des écarts qui sont à 26% de consommation, comme vous l'avez déjà dit, Mégane, en fonction principalement de la consommation de viande et des habitudes de conduite, et donc des habitudes de consommation de véhicules motorisés. Euh, et qui, une fois lissés en fonction, par exemple, des revenus, ça change beaucoup. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'elles sont allées regarder énormément de caractéristiques différentes et qu'elles ont redéfini ça en fonction et qu'elles ont redéfini les écarts en fonction de ces différentes caractéristiques. Voilà. Je sens que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Alors, vous avez un peu touché sur le sujet, mais c'était une étude qui a été faite ici en France, mais Mhm. on peut généraliser un peu vers d'autres pays. Alors, c'est pertinent, j'imagine, pour le Royaume-Uni Alors, ça va être et pertinent l'Europe. en moyenne pour l'Europe et pour les pays développés comme la France, c'est-à-dire qu'on peut sûrement extrapoler au G20, par exemple. Voilà. Mm, Maintenant, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement des écarts sur des sujets différents en fonction des pays. Donc, notamment parce que les rôles, même si on a des cultures qui sont globalement des cultures assez similaires, on peut avoir des rôles qui vont quand même être différents. Il va y avoir des politiques publiques qui vont jouer, que ce soit, bah, c'est bête, mais que ce soit les régulations de revenus entre les hommes et les femmes, les mhm, politiques d'égalité salariale et genrée, mais également des choses plus culturelles, que ce soit dans certains pays, il est plus admissible d'avoir des femmes médecins que dans d'autres, ces choses comme ça. Donc, c'est des mhm, choses à regarder dans le détail. C'est vrai que ce qu'on peut se dire, c'est que c'est des résultats qui reflètent sûrement de la réalité dans beaucoup d'autres pays. d'accord. Et Voilà, plutôt les pays riches, si je peux dire ça. entre guillemets, exactement. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'on peut approfondir un petit peu quels sont les facteurs qui expliquent l'empreinte carbone plus importante pour les hommes par rapport aux femmes? On a dit, OK, c'est le viande rouge et les voitures, mais quels sont les Oui, facteurs qui... alors, dans l'étude qu'elles ont faite, qui est très intéressante, il y a deux, trois points que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Notamment, elles sont allées regarder en fonction des emplois.
et des emplois, par exemple, à temps partiel ou dans les milieux hospitaliers, donc qui sont des emplois qui s'accumulent sur 2-3 jours ouvrés, voilà, 36 heures d'un coup pour les infirmières. Mm. C'est des choses, par exemple, qui vont jouer, et notamment aussi parce que sur la consommation de conduite et sur les voitures, etc., les hommes font plus de déplacements et des déplacements plus longs que les femmes. Et donc là, on est sûrement sur quelque chose qui est tout à fait genré et qui est genré qui est genré par exemple en fonction du coup de l'attitude des femmes et des hommes vis-à-vis de la vie de famille et des responsabilités en dehors de l'emploi. Ça, c'est des choses qu'il faut effectivement prendre en compte et qu'elles prennent en compte, mais qu'on ne peut pas exactement extrapoler en fonction de cette étude. C'est des choses qui se questionnent, mais avec des données qu'elles avaient, elles n'ont pas pu aller vérifier ça. En général, c'est des données, pour vérifier ce genre de choses, on a besoin de données qui sont plus qualitatives. C'est en général, c'est des entretiens, etc., pour comprendre le pourquoi. Mm. Pourquoi est-ce que les hommes voyagent plus loin pour leurs déplacements professionnels? Est-ce que c'est juste parce qu'en fait, ils laissent la charge familiale à leur conjointe, par exemple? Ou est-ce que c'est parce qu'en fait, on emploie des hommes dans dans des métiers où on s'attend à ce qu'ils fassent ça? Voilà, il y a des choses comme ça qui s'entremêlent et c'est toujours le cas dans les études de genre. C'est-à-dire qu'il faut se poser, si on a les données, mais ensuite il faut quand même se poser la question du pourquoi. Et donc là, voilà, ce que je trouve intéressant dans leur étude, c'est qu'effectivement, elles vont regarder et que les différences se jouent beaucoup justement à la distance des trajets en fonction des métiers. Et donc là, les métiers qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés sont des métiers qui sont encore très genrés. Mm. Et donc là, la question se pose notamment plutôt vis-à-vis d'une sociabilisation genrée, plutôt que d'un véritable désir et d'une véritable différence entre les hommes et les femmes. Mhm. Et sur le côté viande rouge, que les hommes consomment plus selon cette étude, est-ce qu'il y a qu'est-ce que c'est le mot, les normes sociales dessous ce fait qu'ils ont trouvé dans l'étude? Alors, il y a ça, et elles ont aussi trouvé, alors je pense que la viande rouge, c'est ce qui est le plus impactant Mm. parce que euh, enfin, produire de la viande rouge, c'est extrêmement impactant pour le climat, beaucoup plus que de la viande blanche en général, en termes de consommation d'eau, en termes d'émissions, en termes de méthane, et voilà. Mais elles ont aussi trouvé dans cette étude que c'est aussi impacté par la consommation d'alcool. Mm. Donc les hommes consomment plus d'alcool que les femmes, ils consomment aussi plus de viande rouge. Et là, il y a clairement effectivement des normes sociales et des normes culturelles qui sont genrées sur ces sujets-là. Et notamment, effectivement, tout ce qui est l'attrait de la minceur, la culture de la minceur chez les femmes, etc. Par exemple, il y a d'autres études qui prouvent que les femmes minces ont de meilleurs revenus, par exemple. Donc, Mm. il y a quand même énormément dans nos sociétés aujourd'hui, poussent les femmes, je suis désolée, il y a un avion qui passe au-dessus de moi, il On n'entend pas. y a quand même énormément de choses dans nos sociétés qui aujourd'hui poussent les femmes à consommer moins ce genre de choses. Et c'est pas forcément quelque chose de conscient, hein, c'est pas forcément un lien conscient. Mais c'est vrai que vous allez au restaurant en France, euh, c'est plus rare pour une femme de se commander une entrecôte, de par la taille, voilà, que ça ne le sera pour un homme. Et donc, c'est surtout ça qu'elle voit dans cette étude. Et ça, par exemple, la consommation de viande rouge genrée, ça va potentiellement énormément varier d'un pays européen à l'autre. Mhm. Parce que la consommation de viande en général varie d'un pays européen à l'autre. En France, on est quand même de gros consommateurs de viande et c'est pas toujours le cas ailleurs. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte. Et il y a sûrement quelque chose qui est lié effectivement à nos socialisations primaires et au fait que les femmes ne sont pas censées boire autant, mais il y a aussi quelque chose de très physique. On est en moyenne plus petite, on pèse moins lourd, on va manger moins. C'est un apport, on n'a pas besoin du même apport calorique, et voilà. Mais elles ont effectivement regardé aussi l'apport calorique, et elles se sont rendues compte que Mm. dans leur étude, et dans les données qu'elles avaient, en moyenne, par rapport aux apports caloriques recommandés moyens, et les hommes et les femmes de leur étude consommaient plus. Donc Mm. ça, c'est aussi un point de vue intéressant et c'est quelque chose qui est pas forcément nécessaire de toucher ici, mais c'est aussi intéressant de se dire quelles sont ces valeurs calorifiques moyennes qu'on attribue à chaque sexe
Et est-ce qu'il y a pas quelque chose de problématique derrière tout ça aussi? Voilà. Oui, si j'ai bien compris, les autrices ont contrôlé pour les Mmh. besoins calorifiques, les voyages liés au Ouais. travail et même l'écart salarial qui est Oui. qu'on sait très bien, les personnes qui lisent Les Glorieuses savent très bien qu'il y a bien un écart salarial ici en France. Mais de toute façon, même après avoir contrôlé pour tous ces facteurs, ça reste un écart de 6,5% pour 5 ou 6 les ouais, c'est émissions. ça. Voilà. Et 9 pour le transport. Et 9 pour le transport. Donc c'est que Ouais. même en recadrant à la baisse et en contrôlant pour tout ça, on a encore Mm. des grosses différences qui là, c'est ce que je disais, pourrait être expliqué, si on avait en fait un accompagnement de cette étude et d'ailleurs c'est peut-être quelque chose qu'elles vont faire, mais d'avoir une étude qui est plus qualitative et qui vient demander au fait aux gens pourquoi. Pourquoi est-ce que vous consommez moins que votre mari? Pourquoi est-ce que vous consommez moins que votre frère? Ou pourquoi est-ce que vos trajets sont plus courts? Pour essayer de comprendre ça un peu mieux. Mhm. Et effectivement, ce rapport de 5-6 et de 9 il reste intéressant. Et maintenant, effectivement, elles ont contrôlé pour les salaires. Mais ce qui est quand même, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles parlent des salaires, mais et je pense qu'elles n'ont pas, il me semble, dans leur étude, et c'est parce que c'est des informations qui sont difficiles à obtenir, mais par exemple, elles ne contrôlent pas pour les revenus qui ne sont pas des salaires. Et donc Mm. aujourd'hui, quand même, les gens qui gagnent le plus d'argent, dans le monde, leurs revenus ne sont pas des revenus salariaux, en moyenne. C'est des Mhm. revenus de capitaux, c'est des revenus, de capitaux financiers, et donc ce ne sont pas des salaires. Et c'est aussi ça qui est intéressant, parce qu'il y a toute une éducation, financière et aujourd'hui, quand même, dans le monde, les femmes ont moins accès à ça et surtout sont beaucoup plus prudentes. Donc ça veut dire qu'elles ont aussi moins de revenus. Quand on vient à ce genre de revenus-là, elles ont tendance à avoir moins de revenus que les hommes parce qu'elles prennent moins de risques. Ce qui est aussi quelque chose de genré Mm. et Absolument. lié à la sociabilisation plénière. Et c'est pas tout, et quand je dis c'est genré, c'est pas des généralités, tout le monde ne sera pas comme ça. C'est toujours le cas. Il y a Mm. toujours des différences et il y a toujours des gens qui sortent de ça. Mm, mm. Oui, c'est bien la différence entre l'écart salarial, comme j'ai dit, on connaît très bien ici, on fait une campagne chaque année, et l'écart de la richesse, l'écart de Exactement. patrimoine, l'écart de retraite, tout ça sont les facteurs qui nourrissent l'écart entre les femmes et les hommes. Et on va traiter ces sujets à la rentrée avec les Glorieuses et aussi avec la preuve. Alors, un petit aperçu de notre planning pour la rentrée. Mais Donc, c'est des sujets qui sont très intéressants à traiter. ouais, je vais rester sur la question de l'argent, Mmh. car les autrices de cette étude, elles ont bien expliqué que c'est un problème du pays riche. Dans les pays riches, dans les pays plus pauvres, on va pas à cet écart. Et il faut concentrer sur l'idée qu'il y a certains pays et certaines personnes dans les pays qui ont des empreintes carbone énormes, énormes, énormissimes par rapport aux personnes populaires, par exemple. Alors, est-ce que c'est bien une question de l'argent, cet écart? C'est c'est vraiment une question de ouais, c'est vraiment une question d'argent, mais c'est surtout une question de qui a l'argent, d'accord? Mm, Et de ce qu'ils en font. Et ça s'applique pas seulement, d'une personne à l'autre, ça s'applique, d'un milieu social à l'autre, ça s'applique d'un pays à l'autre, et c'est des inégalités de revenus, et pas juste de revenus, mais de richesses, qui sont, primordiaux dans, la compréhension, des différences, d'émissions et de consommation, liées aux émissions. Donc, mm, quelque chose que je voulais dire, par exemple, et je pense qu'on y retouchera, mais là, on regarde ça à un niveau individuel, mais quand on regarde ça à un niveau d'un État, on voit aussi que, les intensités, de carbone et d'émissions carbone du PIB, donc des produits intérieurs bruts, varient énormément, hein, d'un pays à l'autre, mm, et pour des raisons qui sont, historiques, mais aussi, culturelles. Et ça, en fait,
En un mot, on a un vrai problème où c'est vraiment, on a les 1 à 10% de la population mondiale, hein, c'est pas juste en France et c'est pas, voilà, qui consomme 90% des ressources aujourd'hui. Et en tout cas, et qui émettent 90% des émissions. Donc c'est énorme. Et ces différences-là, elles sont énormes. Et c'est pour ça que c'est très difficile, je trouve, d'avoir des empreintes carbone, et je pense que vous allez y toucher, Mégane, mais Mm. qui soient individuelles et qu'on regarde ça à un niveau individuel. Ouais, il est vrai qu'une femme, par exemple, une femme comme moi en France, a une empreinte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande qu'une femme à Burkina Faso ou une femme en Inde ou voilà. Alors on ne peut pas dire on est femme, on a on émet Exactement. moins. C'est vraiment une Exactement. question. d'épée. Mm, mm. Oui, Donc, exactement. Et vous touchez à quelque chose qui est assez intéressant, qui est l'essentialisation. Donc, c'est-à-dire le fait de se dire que parce qu'on est femme et que ça fait partie de notre essence, de se préoccuper des questions de carbone et de climat, c'est pas le cas. C'est quelque chose qui a été théorisé dans les années 60, 70 et avant. Mais en fait, ce lien entre la femme et l'environnement, etc. Et il est intéressant parce qu'en fait, c'est un lien qui est intéressant à regarder. C'est un lien de sociabilisation. Mais c'est pas un lien qui est inné. Et par exemple, comme vous le dites, justement, c'est assez logiquement prouvé par le fait que vous ou moi allons avoir une consommation qui est complètement différente d'une femme ailleurs. Et personnellement, en bossant sur ces questions de genre et climat, je suis assez rapidement tombée justement dans regarder ces sujets-là de manière intersectionnelle et se demander en fait comment nos identités qui sont construites à l'intersection d'énormément d'autres facteurs jouent un rôle dans ce genre de choses. est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus Oui. sur l'intersectionnalité sur ces questions-là? Alors oui, il n'y a pas aujourd'hui, hein, d'études intersectionnelles qui nous disent comment les gens quand différents facteurs consomment. Parce que déjà, par exemple, en France, ce serait pas possible. On fait très peu d'études intersectionnelles parce on collecte pas de données qui prennent en compte réellement des facteurs comme l'ethnicité ou l'origine ou le pays d'origine. Et c'est des choses qui doivent être autodéclarées. Et par exemple, l'INSEE ne fait pas ce genre d'analyse. Mm. Donc, juste un exemple. Voilà, mais en revanche, c'est vrai que, il y a une question de sociabilisation encore, hein, derrière ces questions, une question d'identité, et la réalité, c'est que, qui que vous soyez, où vous ayez grandi, toutes ces choses-là, en fait, vont compter. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas, consommer la même chose, de la même manière, en fonction de qui vous êtes, en fait. Et c'est pas juste le genre, mais c'est aussi votre âge, votre culture, si vous avez où vous avez vécu, d'où vous venez, comment est-ce que vous avez votre expérience, en fait, comment est-ce que vous expérimentez le monde autour de vous et quelle est cette expérience-là? Et ça va impacter, bah, votre régime alimentaire, votre manière de consommer, de faire les choses, de voir les choses et voilà. Et ça, c'est des choses qui sont intrinsèques aux humains et qui sont complexes, et qui sont difficiles à voir, en tout cas, dans des études statistiques en général. Mm. Pas impossible, Alors, mais difficile. si je prends moi-même comme exemple, je ne mange pas de viande, j'ai pas Mmh, de voiture, j'ai pas mmh. d'enfant, mais je vais à l'Australie chaque année pour voir ma famille. Oui, Et c'est énorme, et c'est ça ma vie. J'ai pas le choix, ma mère est là, voilà. Mais on a toutes et tous les particularités de nos vies qui, euh, exactement. qui passent sur des questions très intéressantes. Je veux juste, car on est à 17h30 quasiment, et c'est juste pour rappeler que vous pouvez poser vos questions à Mathilde. Il faut juste les mettre dans le chat. On n'a pas de questions à ce moment-là et ça m'étonne. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrire dans le chat et on va essayer de les poser à la fin de cette conversation. Alors, on a beaucoup parlé des individus, mais vous avez dit que c'est pas toujours la meilleure façon de parler au sujet de nos impacts sur le climat.
Est-ce qu'il est inapproprié de se concentrer sur l'empreinte carbone des individus, comme moi, comme je viens de dire, euh, étant donné que c'est vraiment les grandes entreprises de carbone, quoi, EDF, le Total, qui sont les vrais problèmes avec le changement climatique? Oui, Ou alors est-ce qu'il je y a tiens une à rappeler. utilité? Alors, il y a une utilité jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que je pense que calculer son empreinte carbone personnelle, ça peut nous faire nous rendre compte de l'ampleur des choses. Hmm, Mais je pense que c'est tout. C'est-à-dire que je pense que ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte effectivement que waouh, manger de la viande, c'est vrai que c'est une énorme, ça a une énorme empreinte. Prendre l'avion, ça a une énorme empreinte. Voilà. Mais je tiens à rappeler quand même que les calculateurs, par exemple, d'empreinte carbone individuelle, etc., ont été créés par des compagnies pétrolières. Hein, c'est quand même une belle distraction du vrai problème, à savoir que on a quand même 90% des émissions aujourd'hui, de toutes les émissions historiques hein, dans le monde, qui sont dues à 72 entreprises. hmm, Voilà, donc 72 compagnies pétrolières et autres, hein, pétrochimiques en général. Et hmm. donc ça, on parle quand même de 200 ans d'émissions, dont seulement 70 entités sont responsables. Et ce ne sont pas des entités individuelles. Donc, ce n'est pas des individus, c'est effectivement des entreprises. Et c'est quelque chose que j'aime bien, dont j'aime bien parler, c'est que j'ai quand même, quand je suis avec mes amis, etc., qui me disent, oui, mais tu vois, si je dois, moi, je réduis mon empreinte. Et je trouve que c'est là que vient quelque chose d'un peu toxique dans cette manière d'individualiser le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire, bah non, mais en fait, moi, je réduis mon empreinte au max, comme je peux. Et en fait, on a des gens qui individuellement vont se priver de faire plein de choses. Après, euh, c'est une bonne ou une mauvaise raison. Voilà. Mais c'est une raison comme une autre, mais qui surtout en fait se disent, bah, moi si je fais tout ça et qu'il se passe rien, en fait je comprends pas. Et la raison pour laquelle il se passe pas grand-chose, c'est que la somme des efforts individuels est inférieure à un effort collectif. Donc un bon exemple, Hmm. par exemple, c'est qu'on peut tous arrêter de manger de la viande en France. Euh, Ça sauvera, ça économisera enfin, ça sauvera moins d'émissions que si tous les parcs des bâtiments étaient rénovés, par exemple. Waouh, Voilà. Donc, on peut d'accord. tous arrêter, mais en fait, si on avait cet effort collectif, on, on achèverait beaucoup plus. On arriverait à faire beaucoup plus que ce qu'on fait au niveau individuel. Et donc là, je parle en France, donc c'est rare que je cite Jean-Jacques Rousseau quand je parle en anglais. Mais en fait, c'est cette idée du libéralisme et du néolibéralisme, d'accord? Et Jean-Jacques Rousseau vous dit, effectivement, la somme des efforts individuels n'est pas la même qu'un effort collectif. Je vois qu'il y a Hmm. une main qui est levée, mais je ne sais pas si on va prendre les questions. Je ne sais pas si les gens peuvent se démuter. Je ne sais pas si on peut prendre les questions à voix Oui, haute. oui, j'ai vu que, ouais, et c'est Eleanor, et merci beaucoup, Elena, qui vient de me dire que le problème est que le chat ne fonctionne pas, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas de questions. Donc, D'accord. je vais demander à toi, Agustina, s'il y a quelque chose qu'on peut faire sur le chat. Euh, je vais être honnête, la raison pour laquelle nous n'avons pas un chat public est que la dernière fois qu'on a eu un événement comme celui-ci, on a eu des trolls. Et je veux bien protéger les personnes qui sont ici dans le bonne foi et notre experte de tout ça. Mais si on peut pas poser des questions, c'est vraiment un problème. Alors, on va travailler dessous. Agustina, est-ce que les personnes peuvent m'envoyer des messages en privé? Ouais. OK, voilà. Merci, Rudy. Et c'est maintenant ouverte pour tout le monde. OK. OK, le chat est ouvert pour tout le monde. Euh, alors, allez-y. Vous pouvez mettre vos questions là-bas. Et voilà. Et on commence à avoir des questions. Mais pour le moment, Mathilde, on continue, Oui, bien vous et sûr. moi. Je vous ai juste demandé
On a bien compris que cette concentration sur les individus, c'est un peu contre-productif. Mais est-ce que les études comme ça peuvent inciter les gens à agir un peu? Ou Oui, des je pense. discussions dans les foyers, par Je exemple? pense. Alors, je pense que ce genre d'études, justement, en fait, là, leur utilité, c'est pas juste non plus pour avoir que des discussions dans les foyers. Je pense que leur utilité, c'est aussi d'avoir un impact sur les politiques publiques et de se dire, bon, bah, en fait, aujourd'hui, les inégalités de genre jouent un rôle dans les impacts carbone. Est-ce qu'on peut essayer de réduire ça ou en tout cas de le prendre en compte? Et je pense que c'est là vraiment que sont la force de ce genre d'études, c'est de se dire, OK, maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'on ne devrait pas regarder un peu plus de manière un peu plus approfondie lorsqu'on suggère, par exemple, des politiques de réduction des émissions, euh, des politiques de réduction de la demande énergétique, par exemple, qui sont des choses qui sont de plus en plus. Voilà, donc je pense que c'est là en fait que joue ce genre d'études et de dire aussi, c'est à ça que ça sert et le milieu académique fait beaucoup ça, mais en général on montre un problème, on expose ça et on est là, bon bah du coup pour la suite, c'est quoi? Et je pense qu'effectivement la suite, c'est d'intégrer ces questions-là et d'intégrer ces notions-là dans tout ce qui est politique publique, au-delà juste des individus. Oui, on a vu ici en France ces dernières semaines une grande mouvement contre la loi du plomb. Mmh, Alors, on sait bien exactement. que les études peuvent provoquer l'action et provoquer des gens à pousser le gouvernement sur les questions environnementales. C'est dingue ce qui s'est passé. 2000 de signatures sur une pétition en Mmh. plein juillet, c'est énorme. Exactement. Et en Et fait, c'est là à c'était une nouveau que, pétition écrite par une femme. voilà, exactement. Et c'est là à nouveau quand même qu'on voit que l'action collective juste a beaucoup plus d'impact que l'action individuelle. Ça ne veut pas dire qu'au niveau individuel, on doit arrêter de faire ces actions-là et qu'on doit s'en foutre et dire, bah non, c'est pas grave, on s'en fiche. Mm, Euh, Ça veut juste dire qu'il faut réaliser qu'en fait, on est responsable jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on est responsable de nous-mêmes, mais on est aussi responsable de nos gouvernements, et c'est nous, en tant qu'individus, c'est là qu'on peut vraiment agir. C'est au moment où il faut pousser sur certains sujets et dire, bah non, là, c'est fini. Euh, et donc, il faut y aller, en fait. Et c'est ce genre de choses, voilà, qui ont plus de chances de marcher. d'accord. Ouais, si je peux continuer un peu sur ce sujet, car vous êtes bien experte sur les questions de genre sur le Mm. climat. Est-ce qu'il y a des approches moins individualistes qui, selon vous, seraient plus efficaces? Bah, alors, il y a déjà des choses qui sont faites, mais par exemple, calculer ce que je disais, hein, c'est ce que je disais plus tôt, tout ce qui est empreinte carbone en fonction du PIB, en fonction des imports et des exports, et surtout les empreintes carbone historiques. Mm, Parce qu'il y a une vraie inégalité entre les pays aujourd'hui, entre qui a émis, et en fait qui nous a mis aujourd'hui dans cette situation, et au profit de qui. Et donc, c'est là la vraie question. Et alors après, il y a aussi, j'ai fait une petite note. Euh, oui, en fait, donc l'intensité carbone du PIB, par exemple, mais aussi des imports et des exports. Et ce que je disais, c'est les émissions historiques par pays ou par région. Il y a beaucoup d'approches qui seraient plus justes. Moi, je les connais pas toutes. Mais globalement, en fait, on regarde pas le problème de la bonne manière quand on se dit, que c'est un problème individuel, ou quand on se dit, bah, comment on fait avec ça, en fait. Euh, et ça retouche vraiment à cette idée de l'individu vis-à-vis du collectif. Et aujourd'hui, on a un problème qui est collectif, l'individualiser, ça va pas résoudre grand-chose. mm, Alors qu'effectivement, regarder en fonction du PIB, après, moi j'ai un problème personnel avec le PIB, mais ça c'est moi. Mais c'est que c'est un indicateur qui, par exemple, ne prend pas du tout en compte bah, déjà le travail qui n'est pas rémunéré. Donc, je pense mhm. que ici on est Qui est dans fait par des femmes? exactement.
Mais ça prend pas en compte énormément de choses. Et ça prend pas en compte, par exemple, le bien-être, qui est pas du tout une question juste de revenus. Ça Mm. prend pas en compte le bonheur, ça prend pas en compte plein de choses. Il y a d'autres indicateurs qui existent et on utilise le PIB et on extrapole en fonction du PIB énormément de choses, que ce soit la dette publique, que ce soit voilà. Alors qu'en fait, le PIB, c'est un indicateur qui a été créé dans les années 40, qui n'existait pas avant, qui est complètement Mm. imparfait et c'est aujourd'hui le sacro-saint. Voilà, si on perd un point de PIB, c'est fini. C'est pas vrai. Euh, c'est nous en tant qu'individus qui faisons l'économie. C'est vraiment une question, c'est vraiment une question de point de vue. C'est pas une notion qui est universelle ou qui est factuelle. C'est un choix politique d'utiliser ce genre d'indicateur. On n'est pas obligé. Voilà, il y a d'autres options, il y a d'autres choses qu'on pourrait considérer. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup Après, les indicateurs sont souvent imparfaits. Maintenant, ça nous permet en général, c'est ce qu'on disait avec ce genre d'études, les statistiques, etc. Ça permet quand même de dévoiler certains problèmes qui en général sont systémiques. Et ça n'empêche pas ensuite de plonger plus en profondeur sur ces questions-là et d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière. Voilà, donc Mm. ça peut être des points d'entrée qui sont positifs toujours. C'est toujours bien d'avoir un point d'entrée avec, vous savez, 3, 4 points clairs. Voilà, ça aide beaucoup. Mais c'est pas la panacée, c'est pas ça qui va nous aider à tout changer. En revanche, effectivement, parfois, ça peut mettre des choses en route. D'accord. Alors, dans le domaine de climat, on parle beaucoup de l'idée d'une transition juste, une Mhm. transition énergétique qui est Équitable, oui, juste, équitable, en anglais just transition. just Alors, alors, selon vous, à quoi ressemble une transition équitable sur les questions de genre? Alors, sur les questions de genre, et j'irai un peu au-delà, parce que du coup, moi, j'étudie quand même ce qu'est une transition énergétique équitable de manière intersectionnelle. Hmm. C'est une transition qui prend en compte les besoins de chacun en fonction de qui ils sont. C'est une transition qui ne laisse, comme on dit en anglais, c'est leave no one behind, et donc qui ne laisse personne derrière et qui ne laisse personne à la traîne. Et ça, pour ça, et en tout cas sur la question de genre, c'est déjà d'avoir des données. Et aujourd'hui, en général, les données qu'on a, ce sont des données qui sont désagrégées par sexe. Ça pose la question de ce qu'est le genre. Le genre est non binaire. Il y a beaucoup de gens qui sont non binaires. Et ça, ils ne sont pas représentés aujourd'hui dans les études, par exemple. Mais c'est également se dire qu'au-delà de ces données, c'est d'essayer d'assurer qu'on ne reproduit pas les mêmes problèmes qu'on a déjà créés. D'accord? Donc, c'est de se dire qu'on va essayer de résoudre ces problèmes-là d'un point de vue et d'un angle différent. Et ça passe par beaucoup, hein, en termes de méthodes d'analyse un peu féministes, ça passe beaucoup par simplement écouter les besoins des gens et être capable, voilà, de les entendre en plus de les écouter. Mhm. Super. Alors moi, j'ai une dernière question et Mhm. j'ai vu qu'on a des questions dans le chat. Merci toutes les personnes qui ont fait ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le chat fonctionne maintenant. Mais la dernière question pour moi, on a déjà touché sur le sujet que il est peut-être vrai que les femmes se soucient davantage de l'environnement que les hommes. On a vu certainement, et c'est un sujet de notre newsletter qu'on a publié cette Mhm. semaine, que les niveaux des femmes ont des niveaux plus élevés d'éco-anxiété. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ça dans une certaine façon ou est-ce que... Non, Alors, allez-y. je- je pense que cette notion un peu de mettre à profit, ça peut être un peu un piège. Je pense Hmm. qu'il faut faire attention dans le discours, en fait, à pas justement essentialiser et rajouter encore une fois sur le dos des femmes. Bon, bah voilà, c'est à vous de faire toute la transition parce que vous êtes stressés. Alors qu'en fait, non. Je pense que l'idée vraiment, c'est de se dire il n'y a pas de lien intrinsèque entre le genre et les préoccupations climatiques. Le lien, il est construit par la sociabilisation.
Et la Mhm. réalité, c'est de se dire qu'il faut agir pour réduire l'éco-anxiété de tout le monde. On peut mobiliser les femmes vont se mobiliser plus parce qu'elles ont plus ce niveau d'anxiété, d'éco-anxiété, mais est-ce qu'il ne serait pas plus juste de l'utiliser pour éduquer les futures générations avec moins de différences de genre sur ces sujets-là, par exemple? Et je Mm. pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui vient, qui est assez intéressant. Mais maintenant, c'est aussi se dire, est-ce qu'il faut pas laisser les femmes tranquilles parfois? Voilà. Ouais. Ouais, et il y a aussi cette socialisation des hommes. On dit Mhm, que, exactement. et on voit ça dans le manosphère, pour être un homme, il faut être forte, il faut consommer, il faut ne Voilà. soucie pas des trucs trop féminins. Il faut lutter contre ça aussi. Ah oui, il faut lutter contre ça parce qu'en fait, on serait tous plus heureux si on se comprenait mieux et si on arrêtait de s'opposer les uns aux autres, en fait. Et ça, c'est pas juste entre les hommes et les femmes, hein, c'est en général entre le Nord et le Sud, les riches, les pauvres. Cette idée, en fait, cette idée de l'autre en rejet permanent, c'est aussi quelque chose qui est implémenté par le capitalisme et par nos sociétés post-industrielles. C'est-à-dire que on a moins ce rapport à la communauté. Voilà, qui est un rapport qui est Mm. essentiel et qui est aussi un rapport qui fait qu'on est déconnecté de notre environnement. Et donc, je dis pas qu'il faut revenir au Moyen Âge, c'est pas ce que je dis, bien entendu. Mais je dis simplement qu'il faut peut-être se soucier davantage de se reconnecter les uns aux autres parce qu'on en profiterait tous, que ce Mm. soit les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, voilà, se reconnecter un peu les uns aux autres. Je pense que c'est surtout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça nous permettrait de nous reconnecter avec notre environnement et de se rendre compte en fait de ce qu'on fait. Il y a plein d'études qui montrent que de voir un arbre, bah, ça fait du bien en fait. Et Mm. c'est bête, hein, mais c'est important. Et je pense à des endroits comme Paris ou en France où il y a des grosses urbanisations où en fait on n'a pas la possibilité de faire ça. Et c'est triste. Puis en fait c'est dommage et ça nous déconnecte complètement les uns des autres et de la planète. Ce qui est quand même dommage parce qu'en Mm. fait on fait tous partie d'un écosystème entier et on fait tous partie de ça et notre économie également. Voilà. Super. Alors, allez, embrasser un arbre, tout le monde, après cet événement. Moi, je vais le faire. Alors, je vais Voilà. passer aux questions de nos invités ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a bien en 10 minutes. Alors, première question de Sarah. Y a-t-il des domaines dans lesquels les femmes ont une empreinte carbone plus élevée? Alors, elle a suggéré le marketing que nous cible, en particulier les cosmétiques, la mode, tout ça. Mm. Moi, je pense toujours au plastique quand Oui, j'utilise. ouais. Alors, dans l'étude, elles avaient regardé, donc, il me semble, la consommation de tout, c'est-à-dire la consommation en général, Mm, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même s'il y a une consommation plus haute sur ces produits-là, très certainement, en fait, elle est quand même contrebalancée par la viande et les voitures. En gros, mm. moi, c'est ce que j'ai compris de l'étude, à aller revérifier, à aller regarder. Mais effectivement, oui, les femmes vont avoir une consommation plus élevée sur certains sujets, mais ça reste contrebalancé par le pouvoir d'achat des femmes, qui n'ont pas autant de pouvoir d'achat que les Mm. hommes, et par le fait que le régime alimentaire compte quand même pour beaucoup dans les émissions carbone. D'accord. Et on revient sur les 70 entreprises les Mmh, plus émetteurs que vous avez mmh. mentionnées. Mais il y a vraiment quand même un lien entre nous et ces entreprises. C'est nous qui consommons ce qu'ils produisent, non? Oui, oui, alors Alors, bon, il y a un lien entre nous et les entreprises, c'est sûr, et c'est nous qui consommons, c'est sûr. Mais si les entreprises étaient taxées autant que nous, parce que hmm, quand même, c'est ça que c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que la taxation des entreprises, même en France, on taxe les entreprises beaucoup par rapport à d'autres pays. Euh, Aujourd'hui, la manière dont les finances publiques dans le monde entier sont organisées,
c'est que la taxation sur les salaires va jusqu'à 75-90%, alors que la taxation sur les entreprises dépasse rarement les 20% sur les profits Mm. des entreprises. Donc, il y a une vraie notion de pouvoir public derrière. C'est-à-dire que, regardez par exemple en France, on a interdit les sacs plastiques. Bon, on s'est tous habitués, hein. Il n'y a plus de sacs plastiques dans Mm. les supermarchés. Bah, ça va poser problème à personne. Et en fait, il suffisait de le faire. Donc, il y a quand même aussi cette idée de, oui, il y a une consommation citoyenne, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on vous vend aujourd'hui et qu'est-ce qu'on vous vend comme étant le bonheur. Parce que c'est pas, euh, ça, vous êtes responsable jusqu'à un certain point. La Mhm. manière dont le marketing joue sur la psychologie reste quand même énorme. Et donc, du coup, oui, effectivement, en fait, il y a 50 ans, vous n'auriez pas eu l'idée de faire 3 semaines de croisière. Bon, bah, voilà. Mm, mm. Et c'est très bien dit. Et Eleanor a aussi mentionné un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est l'IA, qui consomme énormément de l'eau. Mm. On a vu les études de dingue sur les besoins de l'eau, juste pour dire bonjour à ChatGPT. Et on sait aussi que l'IA est vraiment genrée. Ils reproduisent les discriminations contre les femmes, les préjudices, les stéréotypes. C'est pas juste une question de l'amplification, ils génèrent aussi des discriminations. Est-ce qu'on doit penser un peu sur comment les technologies comme l'IA... Je pense qu'on n'a pas le choix de penser à comment l'IA reproduit ces choses-là et amplifie ces choses-là. On est obligé de devoir y penser. Je pense qu'il faut Ouais, aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a de l'IA, d'accord? Et qu'en fait, c'est quand même, on a décidé d'investir des milliards pour développer l'IA. Ces milliards-là, ils sont pas investis pour développer les turbines mm, mm. des éoliennes, hein. D'accord? Ouais, Donc c'est des choix qui sont des choix politiques aujourd'hui. C'est ça qu'on fait quand on décide de mettre tout notre argent sur l'IA. Et ces choix politiques, ils sont pas faits démocratiquement, déjà, non, parce que les entreprises ne sont pas des milieux démocratiques. Et donc là, c'est là que se pose vraiment la question plutôt d'un réveil citoyen sur ces sujets-là et d'une éducation citoyenne et d'une éducation des futures générations à se dire, mais attendez, et des générations maintenant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être toutes les 2 minutes à demander à ChatGPT ce que vous allez faire de votre soirée, quoi. C'est pas possible, hein. C'est vraiment, il faut un peu un réveil, je pense qu'il faut un peu un réveil de conscience collective sur ce sujet, ou parce que c'est une consommation qui est énorme et on est là en France à nous dire oui, bah, en fait, on va mettre des data centers partout pour pouvoir avoir nos propres IA en Europe, mais c'est dingue. ouais, Et tout ça, c'est une question de profit, hein, c'est parce que ça génère du profit. Et la question, c'est le profit à quel prix? Parce ouais. qu'aujourd'hui, c'est au prix de notre santé à tous. Oui, Et et ça, peut-être mon job en tant que journaliste. Mm, Bon, il y avait une question qui m'interpellait dans le chat. Je pense que c'était une question de Rudy. C'est cette question, et je sais pas si c'est un peu hors sujet pour vous, Mathilde. Alors si c'est pas vos mm, sujets, vous me dites, mais c'est sur cette question de faire des bons choix en mm, tant que consommateur. Et c'est plus cher de faire ça. En fait, c'est plus cher de manger bio. C'est plus cher d'éviter les ouais, produits faits par l'exemple donné était de Monsanto. mm. Alors, est-ce que ça, c'est une question de justice aussi du Ça, prix c'est une question de... de justice sociale. C'est une Ouais. question de justice sociale, mais c'est également, encore une fois, une question du néolibéralisme. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, la Mhm, raison pour laquelle ces produits-là sont plus accessibles, c'est parce qu'on a promu euh, sur les 50 dernières années l'expansion de ces méga entreprises qui aujourd'hui ont des quasi-monopoles sur tout ce qu'on consomme, que ce soit de l'eau qu'on boit à la crème pour le corps qu'on se met sur le, voilà, ou au savon. C'est voilà, de A à Z, tout ce qu'on consomme est produit par en gros 5 entreprises dans le monde, mhm, d'accord, et qui ont un impact énorme. Et c'est à quel point est-ce qu'on les régule? Parce que la réalité, c'est qu'on pourrait tout à fait les faire payer des taxes, leur faire payer plus de taxes et utiliser cet argent-là pour subventionner le bio.
Aujourd'hui, le bio coûte une fortune, et surtout en France. En général, je tiens à dire, la nourriture coûte une fortune en France parce qu'il y a des lobbies du secteur agricole et du secteur des supermarchés, qui sont des lobbies énormes, qui tiennent les gouvernements d'une manière c'est absolument ridicule. Et aujourd'hui, c'est vraiment la question qu'on se pose, c'est est-ce que on continue à promouvoir le profit à tout prix de ces entreprises parce qu'on a peur qu'elles s'en aillent, ou alors est-ce qu'en fait, d'un point de vue collectif, en tant que citoyen, on dit non, en fait. On a ce pouvoir-là, hein. On a le pouvoir de dire non. On sera sûrement pas écouté au début, ça, ça c'est normal. Mais on a ce pouvoir-là de dire non. Et en fait, aujourd'hui, dans le monde, on pourrait nourrir et produire en bio assez de nourriture pour 12 milliards d'humains. Donc, c'est faisable, en fait. C'est juste qu'on le fait pas. Ouais. Donc, la vraie question, c'est pour ça. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, réduire ça au niveau individuel et dire, bah, en fait, vous allez aller acheter un kilo de tomates à 8 euros, c'est pas possible. Parce qu'en fait, le problème, il est pas individuel. Il y a un gros problème de justice sociale derrière ce genre de discours. Et en plus de ça, c'est pas admissible. Et en fait, c'est réglable surtout. C'est-à-dire qu'il y a des études aujourd'hui qui sont faites qui nous prouvent qu'on peut faire sans, sans tous ces pesticides, sans toutes ces énormes entreprises, sans tout ça. En fait, ça régulerait beaucoup mieux le climat, la nature et l'environnement s'en porteraient vachement mieux et surtout la biodiversité. Donc, c'est pas Ouais. impossible. C'est tout à fait possible, mais c'est un choix politique. Oui, on a vu ça avec la réponse de De la la loi du loi du plomb. plomb, On a, exactement. voilà, et on sait que, je pense qu'on sait que les choses comme les pesticides ont un impact particulier sur la santé des femmes. On sait bien que les femmes souffrent plus avec quand il y a des catastrophes naturelles, par exemple, on est plus touché par les effets de changement climatique partout. Mm, Alors, c'est une question féministe. exactement. Euh, Voilà. Tout est féministe, on sait bien ça chez les Glorieuses, chez La Preuve. Avec ça, je vais terminer cette conversation que j'ai aimé beaucoup et j'espère que vous avez toutes et tous aimé aussi. Merci beaucoup, merci énormément Mathilde Reynard d'avoir accepté de nous aider à décrypter les nombreux facteurs qui expliquent l'écart entre les femmes et les hommes en matière des émissions de carbone et aussi d'aller plus loin sur des questions de justice, des questions des impôts, de bio. C'était vraiment riche cette discussion. Merci beaucoup. Et merci à toutes et tous qui ont assisté à notre événement et en pleine période d'été. On est vraiment en 31 juillet. Alors merci d'être ici. Juste pour vous dire que ce webinaire et les webinaires en futur, tous sont réservés aux abonnés de la preuve. Alors j'imagine que vous êtes tous nos abonnés et je vous remercie. Si vous avez apprécié cet événement et si vous aimez nos newsletters, vraiment n'hésitez pas à recommander à nos newsletters à vos amis, à vos collègues. Mais pour pour le moment, je remercie tout et je vous souhaite une belle été. On sera de retour dans la rentrée. Merci Mathilde, merci Agustina pour avoir organisé tout et bonne journée. Merci Megan et merci tout le monde.